Bonjour Monsieur Saunier, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode. Vous êtes maître de conférence à l'université Le Havre-Normandie, spécialiste de l'histoire urbaine, de la franc-maçonnerie et de la traite négrière au temps des révolutions. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Philanthrope. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Ma spécialité d'origine, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie au temps de la Révolution française, parce que je suis historien de la Révolution française. J'ai fait ma thèse il y a longtemps, que j'ai soutenue il y a 30 ans, donc à l'université de Rouen, qui est toujours d'ailleurs une université dans laquelle les études sur la Révolution française sont très très représentées. C'est une des facs où il y a une chaire d'histoire de la Révolution française. Donc, moi, m'intéressant à la Révolution française, j'ai travaillé sous la direction d'un professeur qui s'appelait Claude Mazoric, qui était un grand spécialiste de la Révolution, et j'ai réfléchi un petit peu au sujet sur lequel je voulais travailler. Et à l'époque, bon, il y avait beaucoup de travaux sur ça revient d'ailleurs un petit peu maintenant. Il y avait beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle la sociabilité. C'était vraiment un concept, alors ce serait très très long de vous l'expliquer, mais c'était un concept qui était très, comme un de ces nombreux concepts autour desquels les historiens travaillent aujourd'hui. C'était un concept qui avait été théorisé par un historien qui s'appelle Maurice Agulon et aussi Daniel Roche en histoire moderne, qui était dans mon jury de thèse. Donc j'ai décidé de faire une thèse régionale sur la Normandie pendant la période de la Révolution française, de manière à inverser un petit peu le regard et puis pas s'intéresser à des théories complotrices, mais regarder un petit peu la manière dont la Révolution française avait transformé la franc-maçonnerie. Voilà. Et puis par la suite, donc après cette thèse, j'ai été nommé au Havre. J'ai été affecté, j'ai été prof dans le second degré quelques années, enfin pendant ma thèse. Et puis après, j'ai été affecté à l'université du Havre en 98. Et là, comme là, quand on est affecté dans une université, on réfléchit un petit peu à quel terrain on va pouvoir investir par rapport un peu aux problématiques qui se posent sur ce terrain-là. Et puis j'avais été surpris par le fait une chose que je savais, que Le Havre avait été un grand port négrier, parce qu'en tant qu'historien, je le savais forcément. En plus 18e, ça aurait été dommage que je ne le sache pas. Et j'étais surtout, c'est pas par ça que j'étais surpris par le peu de travaux sur le thème. Et espèce de silence un peu sur ce thème qui est lié à la fois au fait que on était encore assez gêné autour de cette histoire-là. La loi Taubira a quand même changé pas mal de choses, mais là c'était avant. Et puis ce qui était lié aussi au fait que la ville avait été bombardée, qu'il y avait eu beaucoup de choses de détruites. Donc j'ai décidé de mettre en place un chantier sur l'histoire de la traite en Normandie. Ça, très exactement, j'ai publié mon premier article un peu consistant, hein, parce que j'en ai fait d'autres avant, mais en 2007. Et j'ai commencé en gros, oui, à travailler vraiment le terrain à partir de 2008. Vous avez fait une collection avec un musée, non? Sur la traite négrière, justement, je me souviens qu'on l'avait visité, il me semble. En 2023-2024, c'était un peu le point d'aboutissement parce que j'ai organisé des colloques, j'en ai organisé 7 ou 8 hein, en 10-15 ans. J'ai fondé une revue aussi, que vous avez citée, là, la revue du Philanthrope. Et le point d'aboutissement, ça a été effectivement l'année 2023, où il y a eu cette exposition qui m'a été donnée possible pas d'organiser, parce que c'est les conservateurs de musée qui organisent ça, mais de piloter, si vous voulez, scientifiquement. Et donc ça a duré 6 mois, donc c'était très très bien en termes de visibilité. Et puis c'était sur 3 villes, Rouen, Le Havre et Honfleur, parce que la traite est normande et tout autant qu'avraise. Et ça a donné l'occasion aussi de publier une grosse synthèse universitaire sur le thème. Donc c'était pour ça que c'était un petit peu le point d'aboutissement de ce chantier-là, quoi.
L'ouvrage intitulé La franc-maçonnerie dans les colonies de l'Atlantique à la mer de Chine, donc 18e-20e siècle, paru en 2022 sous votre direction, explore la manière dont la franc-maçonnerie s'est implantée et transformée dans les espaces coloniaux. À l'origine, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser et à travailler sur la franc-maçonnerie? J'ai un peu donné la réponse tout à l'heure quand je vous ai parlé du concept de sociabilité. C'est qui était vraiment une thématique qu'on étudiait beaucoup au niveau des études révolutionnaires. Et bon, après, il y a une dimension personnelle, hein, ça m'intéressait. Mais en termes de sociabilité, la franc-maçonnerie est une sociabilité, c'est une forme de sociabilité, et c'était probablement une des formes de sociabilité les moins étudiées il y a une trentaine d'années. Donc en gros, il y avait un peu une niche quand même. Il y avait la possibilité de renouveler ce champ d'études, notamment à travers vous connaissez, enfin vous êtes historienne, hein, puis antiquisante en plus. Cette méthode-là vient des antiquisants, même si par la suite elle a été utilisée par tout le monde. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la prosopographie. Et en fait, sur la franc-maçonnerie, personne n'en faisait. La question, c'était de savoir si Tartampion avait été franc-maçon ou pas. Si en plus c'était un personnage célèbre, c'était encore mieux. Mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment, à quel moment du parcours de la personne ça correspond, de reconstituer ça dans des itinéraires collectifs. Et là, on peut développer des instruments d'analyse qui soient pas nécessairement des analyses à dessous, quoi. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai étudié la franc-maçonnerie, c'est essentiellement ça. C'était une forme de sociabilité pas très, très étudiée, pas bien étudiée, et il y a énormément de sources, très facilement consultables, hein, beaucoup plus que sur d'autres sujets d'ailleurs, c'est très, très ouvert. Ça tient au fait aussi que la franc-maçonnerie a été persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu des archives qui ont été confisquées et les obédiences ont eu la bonne idée, enfin la plus importante d'entre elles en nombre, qu'est le Grand Orient, ils ont eu la bonne idée finalement d'en faire un dépôt public, de le laisser à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, ce qui fait que c'est très très facilement consultable et c'est des sources qui sont très très riches. Et puis pour le côté franc-maçonnerie, pourquoi dans les colonies? Ben là, je vous ai un peu donné la réponse. En fait, je croise les deux choses que je connais le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et l'histoire coloniale. Ce qui est assez logique. Alors, ça tient. Alors, il y a pas, c'est pas la seule raison. Euh, L'autre raison, quand même, c'est que la franc-maçonnerie dans les colonies, enfin la franc-maçonnerie française, est très très implantée, hein. Si vous faites enfin, moi j'ai fait un recensement sur la période de l'émergence de la franc-maçonnerie dans les colonies, c'est en 1738 exactement, donc c'est tôt, hein. La franc-maçonnerie elle apparaît en France en 1725. Ça veut dire que 13 ans après, il y avait déjà des loges en Martinique. C'est quand même assez intéressant. Et si on fait 200 ans un peu d'histoire, il y a à peu près 250 loges maçonniques. C'est un tissu de loges. Par exemple, l'Algérie, en Algérie, qui était une des colonies françaises les plus importantes au 19e, il y a une quantité de loges maçonniques qui est phénoménale. Il y a si vous voulez, il y a une densité de francs-maçons au mètre carré qui est beaucoup plus fort qu'en France métropolitaine. Donc les deux, il y avait à la fois un terrain d'études parce que c'est donc très très richement implanté, et puis en même temps, moi j'avais quand même une expertise et sur la franc-maçonnerie et sur les colonies. C'était un peu logique d'aller vers ça, quoi. En bon historien, on va quand même commencer par définir les termes du sujet. Donc, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que c'est qu'une loge, qu'une obédience? Comment vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs? Alors c'est une question d'échelle. La franc-maçonnerie, il faut commencer par la franc-maçonnerie. Au-dessous, c'est l'obédience, c'est les loges. Alors la franc-maçonnerie, moi je définirais ça un petit peu comme une société philosophique, mais à caractère initiatique. C'est pas simplement un café philo, quoi. Il y a tout un enseignement qui est donné aux gens, puisque c'est hiérarchisé, il y a des grades. On est apprenti, après on est compagnon, après on est maître. On apprend une certaine manière de parler, une certaine manière de prendre la parole, une certaine manière de se tenir,
de mener les débats. C'est une philosophie aussi qui repose un peu sur la conciliation entre la réflexion, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des tenues, hein, qui sont les moments pendant lesquels les francs-maçons se réunissent et échangent. C'est ce qu'on appelle les tenues. Bon, ça peut durer 2 heures, 3 heures, enfin bon, il n'y a pas de règle absolue, mais ça c'est le côté réflexif. Et puis à côté de ça, il y a un côté aussi, un côté social. C'est un côté social, c'est-à-dire que, alors c'est pas, c'est plus ou moins vrai suivant les différentes branches de la franc-maçonnerie, parce qu'en France, la franc-maçonnerie c'est un peu comme les syndicats en France, hein. La particularité, c'est que c'est très très, alors pas divisé, mais émietté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obédience, c'est-à-dire de famille. Il y en a probablement, je serais même incapable de vous donner le chiffre exact, parce que si on compte tout ce qu'on appelle les micro-obédiences, il y en a peut-être une vingtaine en tout. Alors il y en a qui sont plus connus que d'autres. La plus grosse en nombre d'adhérents, c'est le Grand Orient de France, qui est aussi historiquement, qui correspond à la franc-maçonnerie du 18e, hein. Après, vous avez d'autres obédiences, la Grande Loge nationale française, la Grande Loge de France, le droit humain qui a longtemps été la seule obédience mixte. C'est les femmes sont entrées en franc-maçonnerie assez tard, enfin pas tard, elles sont rentrées tôt, mais c'était pas une franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelait une franc-maçonnerie d'adoption au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes n'étaient pas considérées, enfin en franc-maçonnerie comme ailleurs, comme étant totalement autonomes et ayant des capacités suffisantes pour être franc-maçonne de plein exercice. Donc il y avait des femmes qui étaient initiées à la franc-maçonnerie, mais ces ateliers féminins étaient sous gouvernance d'ateliers masculins et ne pratiquaient pas tout le programme de la franc-maçonnerie. Mais donc l'entrée des femmes comme franc-maçonnes de plein exercice, c'est la fin du 19e siècle. Hein, c'est assez tard, hein. À la fin du 19e siècle, donc ça c'est le droit humain. Il y a la Grande Loge féminine de France, qui est une obédience féminine, comme son nom l'indique. Ce qui s'explique aussi parce que le droit humain est une obédience mixte, mais c'est-à-dire elle ne suffisait pas à, comment dire, à répondre à la demande des femmes. Et puis par ailleurs, il y a aussi des femmes qui ont considéré aussi que la franc-maçonnerie ayant adopté un certain masculinisme, il n'y avait pas de raison qu'elle ne fasse pas la même chose. Et donc en fait, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de... Alors les obédiences et les familles maçonniques qui ont Alors ça, il y a des différences d'orientation spirituelle quand même, notamment entre la Grande Loge nationale française et les autres. Alors la Grande Loge nationale française est la seule à être reconnue par les Anglais, euh, par la Grande Loge unie d'Angleterre. Et depuis le 19e siècle, la Grande Loge unie d'Angleterre oblige à croire en Dieu pour être en une religion révélée même, le plus souvent, pour pouvoir pratiquer la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas une position majoritaire loin de là en France. Donc la Grande Loge nationale française est la seule branche de la franc-maçonnerie française à être attachée à la franc-maçonnerie anglaise. Et les autres sont d'obédience, enfin le Grand Orient peut-être de manière plus affirmée, et le droit humain aussi que les autres, mais il n'y a pas d'obligation de croire en Dieu. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'interdiction, hein. Attention, il n'y a pas d'interdiction de croire en Dieu. Ce qui fait que souvent, il y a eu on a associé la franc-maçonnerie à comment dire, un combat avec l'Église, en quelque sorte. C'est le fait qu'au 19e siècle, le fait qu'au 19e siècle, il y a eu tout le problème des relations entre l'Église catholique et la République. Et comme la franc-maçonnerie était devenue républicaine, euh, assez pénétrée par les milieux radicaux, il y a un anticléricalisme assez fort qui s'est développé au sein des loges maçonniques. Mais il n'y a pas, enfin bon, il y a l'anticléricalisme et la religion, c'est deux choses différentes, hein. Enfin, ça, vous le savez. Il y a pas d'interdiction du tout de croire en Dieu quand on est dans ce qu'on appelle une obédience libérale, c'est-à-dire une obédience qui n'est pas de finalité
anglaise. Donc, les obédiences, c'est ça. Et puis les loges, c'est j'allais dire, c'est l'assaut de base, quoi. Quand les gens se réunissent dans une loge, c'est 20, 30 personnes, quoi. C'est 20, 30 personnes et qui ont même une certaine liberté par rapport à ce qu'on appelle l'obédience, hein. Elles peuvent pratiquer des rites différents, parce qu'il y a des rites qui sont pas les mêmes. Ce serait un peu l'équivalent de la liturgie, si je veux cette comparaison. Alors, c'est pas forcément des grosses différences, mais il y a une manière, si vous voulez, parce que le but de la franc-maçonnerie, c'est quand même de perfectionner l'individu et de perfectionner la société. Donc on estime que le rituel c'est important et que la manière de faire c'est ce qui ne veut pas dire que des rites soient meilleurs que d'autres, hein. Ça c'est plutôt historique. Ils se sont construits de manière différente parce que ça correspond à des histoires différentes, à des géographies différentes aussi où ils ont pu se former. Mais c'est ce qui fait que pour le public extérieur, si vous voulez, c'est assez compliqué. La franc-maçonnerie est un phénomène global et transnational qui a longtemps été étudié sous le prisme de la connexion et de la circulation. Cependant, cet ouvrage replace la franc-maçonnerie dans les colonies dans un contexte de micro-histoire globale avec un apport centré davantage sur le terrain. Quels sont, selon vous, les apports de cette approche méthodologique? L'intérêt de cette approche-là, d'abord, c'est de pouvoir constater des dynamiques et puis après de pouvoir les analyser. Parce que évidemment, si vous analysez tout, euh, je veux dire, tout le mouvement de la franc-maçonnerie que d'un point de vue global, par exemple, vous voyez, il y a des enjeux de pouvoir que vous ne voyez pas, par exemple. Je vais prendre un exemple tout à fait concret pour le 19e siècle. La franc-maçonnerie s'est beaucoup implantée au Maghreb. Alors déjà, c'est intéressant de constater, et ça, vous pouvez le faire que par des études de cas. C'est-à-dire, là, il y a quelques mois, j'ai publié un article dans un ouvrage que dirigeait mon ami et collègue Éric Noël. C'était sur l'Afrique subsaharienne. C'était sur l'écriture et la manière de dire et d'écrire l'Afrique subsaharienne. Ben moi, j'ai publié un article sur la franc-maçonnerie parce que c'est intéressant de constater que la franc-maçonnerie n'a pas beaucoup fonctionné en Afrique subsaharienne. Ça n'a pas marché, si vous voulez, ça n'a pas matché. Alors, c'est pas qu'un constat. Enfin, après, on peut rentrer dans le détail du livre, mais il y a des explications, hein, qui font que ça n'a pas matché. Mais si vous voulez, voulez faire une analyse, si vous faites une analyse trop globale, ça vous le voyez pas. C'est-à-dire, vous ne voyez pas que le succès de la franc-maçonnerie dans les colonies, si vous voulez, c'est une notion trop générale. Parce que c'est pas vrai de l'Afrique subsaharienne, beaucoup moins. En revanche, au Maghreb, là, vous avez comment dire, un succès tout à fait considérable. Et en plus, bah, c'est aussi simplement les études de cas qui permettent de voir ça. Vous pouvez voir des enjeux de pouvoir. Parce que par exemple, le Grand Orient est très implanté en Algérie. On a l'impression qu'il est arrivé un peu le premier. Et à la fin du 19e siècle, il y a une obédience qui s'est détachée du Grand Orient de France, qui est la Grande Loge de France. Pas la Grande Loge nationale, hein, c'est autre chose. Il y a eu un divorce essentiellement sur des questions spirituelles, parce que le Grand Orient a enlevé de son programme la notion de référence obligée au grand architecte de l'univers. Mais la Grande Loge de France est devenue une obédience importante, riche, intéressante, avec son programme. Et ce qu'on constate, par exemple, c'est que le Maroc était beaucoup plus... la Grande Loge de France s'implante plus au Maroc. Ce qui ne veut pas dire que le Grand Orient s'y implante pas. Mais c'est des dynamiques, vous ne les voyez pas. Si vous étudiez que l'ensemble, si vous passez à côté. Vous allez simplement pouvoir faire un peu... Alors, j'ai rien contre ça, on commence toujours par ça. Remplir des cases, essayer de voir à quel moment ça décolle le plus chronologiquement. Par exemple, on voit que c'est à partir de 1880 que ça décolle le plus, mais ça vous donne pas toutes les clés pour comprendre les logiques d'implantation, les logiques de succès,
Par exemple, après l'Algérie, Madagascar connaît un succès. Enfin, la franc-maçonnerie à Madagascar, c'est un fait social. Il y a aussi des raisons. Donc, si vous voulez, il n'y a que les études de cas qui permettent de voir ça. On peut pas tout. Alors, je critique pas ça du tout. D'ailleurs, dans 10 jours, je vais faire un cours là-dessus pour l'agrégation dans l'Académie de Lyon sur la franc-maçonnerie et les circulations atlantiques. Donc, je sais pas. Mais ça dit pas tout, quoi. Il y a des phénomènes qui ne procèdent pas exclusivement de rapports de ce type, quoi. Dans la première intervention de Nozomu Taz, ce dernier nous parle de Bordeaux, qui pendant le siècle des Lumières était l'un des principaux ports pour le commerce, en ayant aussi des relations privilégiées avec les Antilles, situé sur un carrefour des échanges à la fois européens, atlantiques et même asiatiques. Ça deviendra même l'un des principaux pôles d'activité pour les francs-maçons. Cela nous amène à nous demander quel rôle les ports ont-ils joué dans la création de réseaux, de la mobilité et la transmission des idées entre les loges et les métropoles. Alors, les ports jouent un rôle vraiment fondamental. Alors, pour deux raisons. D'abord, en termes de sociabilité, c'est par définition un lieu de passage, un lieu de transit, et pas simplement sur la franc-maçonnerie, mais autour de tas de phénomènes, y compris si vous regardez un petit peu la présence des minorités religieuses, dans les villes portuaires, il y a généralement des comportements qui ne sont pas les mêmes que dans les villes de l'intérieur. Il y a une autre chose qui a joué en faveur des ports comme vecteur de diffusion de la franc-maçonnerie. Alors effectivement, c'est très tôt, hein, parce que en dehors de Paris, où la franc-maçonnerie est apparue en 1725, les premiers pôles, c'est Bordeaux. Le Havre, c'est 1738, c'est tôt aussi. La Rochelle, c'est 1738. Enfin, j'ai Brest, qui est quand même pas une ville immense, c'est au milieu des années 1740. Enfin, donc, visiblement, il y a un truc avec les ports. Il y a deux populations qui sont particulièrement maçonnisées, c'est les négociants. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un peu, si vous voulez, la franc-maçonnerie, c'est un peu l'académie du négociant. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, avez un peu des références sur les travaux sur les académies, qui étaient c'était la forme de sociabilité de l'élite au XVIIIe siècle, hein. Daniel Roche a écrit, et d'autres après, beaucoup de choses là-dessus. Il y avait 40 académies en France, une quarantaine, sur le modèle de l'académie modèle académique fondé par Louis XIV. Donc il y a eu ces académies. Ça représente à peu près 2000 personnes qui étaient finalement, c'était un peu la structure idéale pour diffuser les idées dans, entre guillemets, le monde intellectuel et le monde intellectuel de province. Mais les académies, il n'y a pratiquement pas de négociants parce que les académies, c'est un travail très très astreignant. C'est des réunions qui sont longues. Alors, ils ne refont pas tous le dictionnaire, hein. C'est pas la question, c'est pas sur le modèle de l'Académie française, hein. Mais dans les académies, si vous voulez, c'est les clercs, c'est les savants, c'est les ingénieurs, c'est des professions intellectuelles qui se retrouvent dans un lieu intellectuel. Et les négociants, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce ils ont leurs affaires. Ça correspond pas tout à fait à leur culture non plus de travailler comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup vont se retrouver en franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, si vous voulez, les débats sont beaucoup plus légers. Puis vous n'êtes pas obligé de débattre de choses très intellectuelles, hein. C'est pas une obligation. C'est les francs-maçons qui font leur programme. Donc ils parlent de ce dont ils veulent. Il y a un aspect aussi quand même très festif, hein. Il y a ce qu'on appelle les agapes après, on mange, tout ça. Donc c'est un peu la sociabilité. Alors, comme c'est la sociabilité des négociants, il est évident que les ports sont quand même très 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 favorisés. Et puis l'autre grande population qui a beaucoup pénétré, j'avais organisé une expo là-dessus d'ailleurs au Havre, les francs-maçons et la mer, c'est les populations maritimes. Alors les officiers, hein, c'est pas le marin de base, c'est le monde des officiers. Alors autant de marine marchande d'ailleurs que de la marine de guerre, mais c'est quand même le monde des officiers donc, à nouveau, évidemment, si je vous parle de marine, on devine que les ports sont pas très très loin. Donc, les ports ont toujours eu alors, alors, si vous voulez, c'est très intéressant en termes de dynamique
pour la franc-maçonnerie, parce que comme le milieu portuaire est très maçonnisé, évidemment, vous comprenez peut-être un petit peu pourquoi aussi, ça s'est rapidement diffusé dans le monde. Alors, la Martinique, c'est 1738, Saint-Domingue, 1744, l'île Maurice, c'est 1778, alors que l'île Maurice, c'est, enfin l'île de France à l'époque, hein, l'île de France ou l'île Bourbon, ils ont quand même été colonisés et peuplés assez tardivement. Donc, vous comprenez pourquoi ça circule facilement. Et évidemment, c'est pas sans intérêt parce que c'est pas simplement des. Alors, ça circule facilement aussi parce que quand on est maître en franc-maçonnerie, c'est-à-dire quand on a atteint le troisième grade, on peut voyager. Enfin, on peut voyager. Enfin, un compagnon peut voyager aussi, mais il a besoin d'être accompagné. Donc, c'est pas forcément très facile. Mais le maître, il peut voyager comme il veut. C'était finalement un lieu, même ça a un côté pratique, si vous voulez. Vous êtes à Bordeaux, vous allez à Saint-Domingue. C'est la première fois que vous connaissez pas grand monde. Quel est le premier lieu où vous allez aller? C'est dans la loge maçonnique. Parce que vous vous pointez avec votre diplôme. Parce qu'on a- le diplôme de maître, c'est écrit dessus. Alors on va, ce qu'on appelle, vous tuiler, c'est-à-dire on va pas vous laisser rentrer en faisant coucou, rentre par là. Faut montrer le diplôme. Une fois qu'on a montré le diplôme, c'est un lieu d'accueil. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils reviennent aussi avec des idées qui sont pas forcément les leurs. Ça, c'est ce que c'est. J'en touche quelques mots dans mon article, dans le livre, mais il y a des publications dans lesquelles j'en ai parlé plus souvent. Par exemple, le côté, il y a quelque chose qui étonne beaucoup les gens, enfin qui étonnait beaucoup les gens, moi maintenant quand même, c'est le fait qu'un certain nombre de négociants négriers aient été francs-maçons. Parce que ça paraît pas quand même très compatible Oui. avec la notion de fraternité quand même. Mais en fait, ces négociants sont des gens qui ont fréquenté les loges coloniales parce qu'ils y vont pour leur travail et ils se familiarisent avec des idées bon, qu'on qualifierait de racistes aujourd'hui. Enfin, on les qualifie pas ainsi au XVIIIe siècle, mais quand ils se trouvent dans les loges coloniales, finalement, et donc finalement après, ça pose pas de problème, quoi, quelque part. Ça pose pas de problème finalement d'être confronté à ce genre de contradiction. Et évidemment, si vous voulez, celui qui est à Paris ou qui ne va pas, ces mouvements de circulation ont des conséquences, quoi, parce que ça donne des identités assez différentes au groupe maçonnique en fonction de l'endroit où ils vivent et des relations qu'ils peuvent avoir avec des partenaires différents. Euh, Là, s'ils sont en permanence en contact avec des gens, avec des planteurs, vous pouvez deviner que bon, c'est pas une vision très très ouverte sur le plan racial. Allons maintenant nous intéresser à la Guadeloupe. Donc, la franc-maçonnerie s'y implante au XVIIIe siècle et s'y développe à la fois dans les grandes villes et dans les bourgs liés aux plantations. Comment cette dualité entre loge urbaine et loge de campagne reflète-t-elle les tensions sociales et raciales de la société créole qui est en pleine mutation à cette période? Ce que ça reflète surtout, c'est le pouvoir de diffusion de la franc-maçonnerie. C'est parce que, alors ça, par contre, votre question est importante. La franc-maçonnerie en métropole, c'est un fait urbain. Sur la Normandie, j'ai travaillé sur une centaine de loges, hein, sur un siècle. Et bon, j'avais un peu, comment dire, fixé un espèce de cadre démographique. Quand une ville fait moins de 3000 habitants, ça tient pas. Ça tient un an, 2 ans, puis après ça disparaît. Donc c'est une sociabilité très urbaine, mais pas aux colonies. Et c'est ça qui est assez intéressant, et c'est tout l'intérêt de l'intervention, enfin du papier de Chloé Duflot. Ses intérêts de son papier, ça avait été de montrer, enfin de son étude, ça a été de montrer deux choses. C'est d'abord l'importance des planteurs. Enfin, ça va avec, hein, les deux choses vont ensemble. Bah, on partait de ce qu'on connaissait en métropole, c'est que c'est un fait urbain et négociant. Donc on s'attendait à trouver beaucoup de marchands, de négociants, parce que vous savez quand même que tout le monde, enfin tout le monde n'est pas planteur en colonie, hein. Il y a des gens qui ont une activité de négoce, notamment Saint-Pierre de la Martinique, c'est une grande ville, hein. Donc il y a des activités de négoce. Port-au-Prince, c'est assez grand. C'est des villes grandes comme Le Havre à peu près. Donc c'est des villes assez importantes pour l'époque.
Donc l'idée, c'était que c'était un peu comme en métropole, c'était des négociants urbains, des avocats, voilà. Et en fait, je crois que c'est pratiquement le tiers de la population maçonnique qui est composée de planteurs, si on prend toute la Guadeloupe. Et évidemment, comme c'est des planteurs, si vous voulez, ça montre aussi la force d'implantation en milieu rural. Parce que c'est pour ça que vous avez, j'ai plus le chiffre en tête, mais vous avez une densité de population maçonnique par rapport à la population totale qui est beaucoup plus forte qu'en métropole. Ça nous ramène à l'intérêt des études de cas, parce qu'il ne faut pas généraliser. Si vous faites des études de cas, il y a deux cas comme à la Martinique, en Guadeloupe, c'est la Guadeloupe et Saint-Domingue. Alors Saint-Domingue, c'est pareil. Il y a plein de petites loges dans des patelins qui s'appellent l'Orient du Fond des Nègres, enfin des trucs, ça paraît pas possible, quoi. Il y a 200, 300 habitants et il y a une loge maçonnique. C'est un truc qu'on verrait jamais en métropole. Mais c'est pas le cas en Martinique. En Martinique, tout est concentré à Saint-Pierre de Martinique. Passons maintenant du côté de la Barbade. Au XVIIIe et XIXe siècle, la Barbade est une société esclavagiste en pleine mutation. Les loges maçonniques vont s'y développer, montrant ainsi la puissance des élites coloniales et leurs liens avec les différentes obédiences. Comment cette franc-maçonnerie barbadienne illustre à la fois la résistance à l'ordre esclavagiste et les évolutions de la société. Alors en termes d'évolution, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution est quand même assez comparable là, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'histoire un peu différente entre l'histoire de la franc-maçonnerie anglaise et de ses colonies. Alors c'est la Barbade et puis la Jamaïque, surtout, et puis les colonies françaises, en ce sens où, si vous voulez, l'évolution des loges par rapport aux gens de couleur. Alors les gens de couleur en question, c'était les libres, hein. La question de l'accueil des esclaves s'est jamais posée. Mais il y a tout un débat et puis une demande sociale aussi des libres de couleur, que ce soit en France ou dans les colonies françaises ou anglaises. Et la réponse est à peu près la même. C'est-à-dire que jusqu'en 1820, 1830, voire 1840, c'est des résistances qui sont très très fortes. Alors qu'on aurait peut-être pu penser qu'il y avait de moindres résistances côté anglais, dans la mesure où ils ont aboli la traite plus tôt, en 1807, et même l'esclavage plus tôt, en 1834. Pour la France, c'est 1848. Il y a l'idée quand même d'un progressisme anglais. La franc-maçonnerie anglaise n'est pas spécialement progressiste au XVIIIe siècle, et finalement, ça se ressemble. Enfin, la France et l'Angleterre, enfin les colonies françaises et les colonies anglaises, c'est deux histoires qui se ressemblent énormément. Donc en fait, globalement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a, a plutôt consolidé, enfin consolidé, euh, oui, a participé à l'ordre esclavagiste. Finalement, ça faisait partie du paysage social, du paysage culturel de ces institutions qui reproduisaient finalement les préjugés sociaux, les mêmes préjugés sociaux et raciaux qu'on pouvait trouver dans la société. Alors il y a quelques craquements quand même, ce qui est intéressant. Moi j'avais, alors c'est après, c'est parce que le bouquin il est de 2021, donc après on continue quand même à travailler un peu, on s'arrête pas. Et depuis, si vous voulez, je m'étais rendu compte, j'ai une étudiante d'ailleurs qui avait fait un master sur la Martinique. Et en Martinique, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans les mois qui précèdent immédiatement la Révolution française, il y a une loge alors, qui a une attitude un peu différente. Notamment, on avait observé ça à travers le statut de ce qu'on appelle les frères servants. Alors, les frères servants, c'est des sous-francs-maçons en quelque sorte, parce que la franc-maçonnerie reproduit les règles de préséance de la société dans laquelle elle évolue. C'est-à-dire qu'il faut des gens pour, si vous voulez, mettre la table, débarrasser, et on va prendre des frères servants. Et les frères servants peuvent accéder à deux grades. Ils peuvent être apprentis ou compagnons. Ils peuvent pas être maîtres. Mais ils peuvent quand même être apprentis ou compagnons. Enfin, après, il y a deux manières de regarder les choses. On leur ouvre quand même un peu la porte, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une des loges de Martinique, à la fin du XVIIIe siècle, ceux qu'on va autoriser à être compagnons parmi les frères servants, c'est autant les noirs que les blancs. Parce que dans les frères servants, il y avait des noirs et des blancs. Dans les frères servants, il y avait ce qu'on appelle des petits blancs. C'était parce qu'il n'y avait pas que des blancs riches hein, aux colonies, des blancs modestes. Et puis, c'était à peu près moitié-moitié. Alors évidemment, c'est limité puisque de toute façon, après, ils peuvent pas devenir francs-maçons de première. Mais ce qui veut probablement dire quand même que les mentalités évoluent un petit peu, quoi. Les mentalités évoluent un petit peu. Alors pour l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'il en est parce que ça n'a pas été étudié. La distinction entre la France et l'Angleterre sur le plan de la franc-maçonnerie coloniale, c'est surtout au 19e, plus qu'au 18e, parce que la franc-maçonnerie anglaise est d'essence quand même plus religieuse. Elle est plus liée au protestantisme et ça va être vraiment un instrument qui accompagne l'Empire britannique, totalement. Ce qui ne peut pas être le cas tout à fait de la franc-maçonnerie française, dans la mesure où, bon, vous avez un peu vos repères chronologiques en tête, la République, elle est proclamée en 1870. Mm. Avant 1870, c'est quand même des régimes qui sont pas totalement hostiles à l'Église. Et la franc-maçonnerie, elle est en train de le devenir un peu hostile à l'Église. Donc elle n'a pas pu accompagner, elle accompagne pas totalement le projet politique colonial. Elle le fera, mais après 1880. Mais du coup, quelle relation ces deux francs-maçonneries, elles entretenaient ensemble? Bah, elles n'en ont pas. Enfin, c'est des relations de concurrence. Alors, Le Havre, que vous connaissez, Émilie, un peu, c'est un cas d'école, parce qu'au Havre, il y avait en fait, au 18e, il y avait deux loges maçonniques françaises, la Médité et la Fidélité, mais il y en avait une anglaise aussi. Mais ils se sont jamais rencontrés. Pourtant, Le Havre au 18e, c'est pas immense, hein. Et après, c'est des relations de concurrence, par contre, entre obédience. Parce qu'en fait, la franc-maçonnerie, chacun développe un peu ses parts de marché quand même. Alors après, bon, de temps en temps, il y a assez peu de rencontres, hein, d'ailleurs. Ça reste courtois, quoi. Bon, Donc maintenant, on va passer donc à la deuxième partie donc sur les recompositions et les permanences. Donc on va commencer par parler de votre étude. Dans votre étude consacrée aux loges du Grand Orient de France dans les Caraïbes, vous expliquez l'importance qu'elles ont eue dans la construction d'une identité maçonnique atlantique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l'effondrement du Premier Empire et l'occupation anglaise entraînent le déclin des loges franc-maçonnes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces loges caribéennes et leur rôle dans l'affirmation de la franc-maçonnerie atlantique? alors, alors, les loges caribéennes françaises, elles sont très très nombreuses. Il y en a, c'est les deux tiers. Il y a à peu près 80 loges aux colonies en tout, sur toutes les colonies. Et bah, les Caraïbes, ça représente les deux tiers. Et Saint-Domingue, 25 loges à- tout seul. Donc c'est un tiers Saint-Domingue, un autre tiers les petites Antilles, et puis l'autre tiers encore, c'est les Indes orientales, enfin c'est ce qui est pas les Caraïbes. Donc c'est vraiment le gros morceau. Alors évidemment, comme tout gros morceau, il a eu plus d'influence que les autres. Alors il y a eu une première influence, vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de donner une coloration assez coloniale et finalement, oui, coloniale et négociante aux loges portuaires françaises qui étaient en relation avec elle. Parce que il y a quand même, vous savez qu'en dehors de la traite, hein, de toute façon, il y a ce qu'on appelle énormément de voyages en droiture, hein. On n'est pas obligé de passer par l'Afrique pour aller en Martinique. Ça demandait que 30 jours, hein, pour celui qui voulait y aller directement. C'était quand même la plupart des échanges, c'était en ces termes-là. Donc, si vous voulez, il y a des liens qui sont assez constants avec les francs-maçons de Nantes, par exemple. Ils sont assez nombreux, les francs-maçons à Nantes, hein. Ils sont toujours nombreux d'ailleurs. Mais c'est une franc-maçonnerie qui est riche et qui va être marquée par des idées coloniales, si vous voulez. Donc il y a cet aspect des choses qui est importante. Et puis alors c'est important aussi parce que
ils ont joué aussi un rôle, elles ont joué un rôle aussi de dynamique vers les États-Unis. Ça, c'est assez intéressant. C'est au moment de la révolution d'Haïti. Le développement de l'Empire colonial français sous la Troisième République met en lumière la place qu'a occupé le Grand Orient de France dans le développement de la politique coloniale. Pourtant, cette institution, elle ne semble pas avoir développé de véritable doctrine sur la colonisation, ce qui nous amène à nuancer le rôle qu'elle aurait eu. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette institution? Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que la franc-maçonnerie était très implantée aux colonies, mais enfin, c'est comme dans un certain nombre de domaines. C'est pas parce que vous êtes très implanté quelque part que vous êtes influent. C'est pas non plus aussi, on mesure pas non plus euh, l'influence de quelqu'un ou d'un parti au pourcentage qu'il réalise aux élections. C'est plus compliqué que ça. C'est des choses qui sont plus complexes que ça. Et c'est un peu ce qui se passe pour la franc-maçonnerie. Il y a une très très forte dynamique aux colonies, vraiment dans les années 1860, 1870, 1880, mais il n'y a pas de politique. C'est-à-dire qu'en fait, la franc-maçonnerie s'intéresse surtout à ce qui se passe en métropole, et c'est un reproche qu'on lui fait toujours, hein, d'ailleurs. Alors, on lui reproche beaucoup de s'intéresser à ce qui se passe à Paris, la vie de l'obédience. S'intéresser, alors ils ont leur assemblée législative qu'on appelle le convent, qui a lieu tous les ans. Il y a les changements de grands maîtres. Les grands maîtres, ils sont là pour 3 ans. Enfin, ou pas forcément, mais ils peuvent être là pour 3 ans. 3 ans, ça passe vite. Et puis, la franc-maçonnerie n'est pas faite pour avoir une politique de quelque chose. À l'origine, c'est une société, on est parti de là, la définition. C'est une société philosophique avec une dimension initiatique. Bon, c'est pas avec ça que vous définissez une politique coloniale, hein. Ça a été assez tardif, et c'est seulement dans les années 1900 qu'il y a des loges parisiennes, surtout parisiennes, qui ont eu pour vocation de réfléchir aux questions coloniales. Notamment une qui s'appelle La France et ses colonies. Alors la date est facile à retenir, c'est 1900. Mais il y en a eu deux, trois autres qui sont présentés dans la contribution de Patrice Morla. Patrice Morla a écrit une synthèse tout à fait intéressante qui s'appelle La République des frères, et qui en fait porte le titre. Il y a un peu un décalage entre le titre et le contenu, mais il y a une grosse partie de son bouquin, en fait, c'est sur l'histoire du Grand Orient entre 1870 et la guerre de 40, mais il y a une très très grosse dimension coloniale, parce que c'est un spécialiste de l'Indochine. Et du coup, quelle part, en fait, il a pris le Grand Orient, en fait, dans cette direction de... Bah, c'est plutôt l'initiative de Lodge, hein, que du Grand Orient lui-même. Le Grand Orient lui-même, alors le Grand Orient lui-même, il a célébré enfin la Grande Loge de France aussi d'ailleurs, hein. Les obédiences ont célébré par exemple les 100 ans de l'expédition d'Alger. Alors en essayant en gros, si vous voulez, d'injecter un peu de fraternité dans la politique coloniale, en expliquant qu'il y avait un devoir un peu particulier vis-à-vis des indigènes, en essayant finalement d'intégrer des idéaux qui sont propres à la franc-maçonnerie dans leur réflexion sur les coloniales. Alors avec des fois d'ailleurs des résultats qui n'auraient pas forcément satisfait le pouvoir en place, parce que par exemple vous avez des gens des gens comme Ho Chi Minh ont été formés, sont passés par la franc-maçonnerie. Parce qu'il y avait l'idée. Là, c'est plus du tout la même histoire que celle du 18e, hein. Il n'y a pas. Il y a plus de problème pour accueillir des livres de couleur ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'histoire du 18e. Là, on est dans l'histoire du 19e et dans l'histoire d'une franc-maçonnerie qui se veut quand même accompagnatrice de la construction du projet républicain. Donc, il y a cette idée d'accompagner la République dans sa politique coloniale, mais en y injectant un petit peu d'idéaux maçonniques, qui sont des idéaux un peu de fraternité, attentifs. Alors, il y en a un notamment, enfin, il n'était pas spécialement franc-maçon, mais ces idées ont beaucoup intéressé les francs-maçons et ils en ont fait
pour certains d'entre eux leur programme, c'est Sarraut, S-A-2-R-A-U-T, qui est quelqu'un qui a théorisé ce qu'on appelle les idées assimilationnistes, les idées d'assimilation non seulement des populations, mais aussi de l'économie. Et ça, c'est des idées qui étaient assez bien en vue dans les loges maçonniques quand elles ont commencé, enfin pour celles qui s'intéressaient aux colonies. Il y a plein de... Les francs-maçons de Clermont-Ferrand, dans les années 1900, ce qui se passe aux colonies, ils s'en foutent, hein. C'est pas leur préoccupation. C'est plutôt quand même des loges parisiennes. C'est quand même des loges parisiennes. Alors, ce qui a un petit peu aidé à introduire comment dire, des préoccupations coloniales, c'est le fait que l'administration coloniale était quand même pas mal maçonnisée. C'est le cas à Madagascar, hein. Vous avez la contribution sur Madagascar. Il y a des personnages comme Augagneur, c'est-à-dire quand même des gens qui sont au sommet de l'administration coloniale, qui étaient des maçons. Et évidemment, ils ont. Alors, c'est pas, faut pas avoir une vision complotrice, hein. Ils ont pas essayé. Il y a pas l'idée finalement de mettre la main sur l'administration coloniale, mais à partir du moment où il y a pas mal de francs-maçons dans une administration coloniale, il y a forcément, si vous voulez, dans la loge maçonnique, elle vit des gens qui la composent. Quand les gens échangent, discutent, si vous avez des gens qui ont des responsabilités au niveau colonial, il y a quand même des chances qu'ils en parlent un peu à un moment donné. Donc c'est ça qui a un peu imprégné la maçonnerie des préoccupations coloniales. Après, dire qu'il y a eu une politique coloniale, il n'y a pas eu une politique. Il y a, il y a pas un projet. C'est pas un parti politique, hein. Il y a pas une idée de la colonisation comme a pu avoir le Parti communiste français ou d'autres partis, ou le général de Gaulle. Mais à partir de 1900, enfin, j'allais dire la belle période en termes de réflexion, c'est entre 1900, c'est l'entre-deux-guerres, quoi. 1900, 1930. Bon, après, ça se complique un peu avec la crise des années 30 où il y a beaucoup de loges qui s'éteignent. Du coup, vraisemblablement, ce serait sous la Troisième République que la franc-maçonnerie coloniale, elle s'ouvre de plus en plus à davantage de diversité. Ah oui, 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 oui. Mais, même un peu avant, hein. Même avant la Troisième République, ça commence. Il y a quelques cas au Sénégal, notamment. Alors elle s'ouvre pas massivement, hein. Je ne sais pas si vous avez en tête la contribution sur Madagascar, une petite dizaine d'indigènes dans les loges. Si vous prenez l'Algérie, c'est pas beaucoup, beaucoup plus, hein. C'est 10 à 15 sur toute la période, hein, en plus, hein. Donc c'est pas massif, mais il y a quand même en Indochine aussi. Et puis il y a la franc-maçonnerie reflète quand même globalement ce qui se passe dans la société, hein. Il y a aussi les mêmes réticences. Il y a de l'antisémitisme, ce qui paraît complètement, c'est aussi contradictoire avec l'idéal maçonnique, mais les loges algériennes, il y a un fort antisémitisme pas dans toutes les loges, mais dans certaines loges algériennes, hein. Moi, j'ai travaillé un petit peu dessus l'année dernière. Et alors, c'est presque touchant parce que ça met parce qu'évidemment, si vous voulez, c'est quand même. Puis c'est des gens qui, à la fin du 19e, qui véhiculent des idées qui sont condamnées par les francs-maçons, qui sont totalement condamnées par les francs-maçons. Donc, il faut. Le Grand Orient, par exemple, envoie des délégués parce que vous savez, c'est un système d'organisation à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau national. Il y a tous les ans une réunion de toutes les loges, l'équivalent du législatif, de l'Assemblée nationale, si vous voulez. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le convent. Et puis, vous avez aussi une organisation régionale, de la même manière que nous, on a des conseils régionaux, en quelque sorte. Vous avez aussi ce qu'on appelle des assemblées régionales. Et évidemment, aux colonies, ils avaient leurs assemblées régionales. Et il y avait un délégué qui venait de Paris. Et alors, ce gars-là, il est complètement. Il y a de quoi devenir schizophrène, parce que à la fois, il va voir ses frères, mais il a des frères qui disent des horreurs. Il faut qu'il ait à la fois une relation de fraternité avec eux, tout en essayant de les condamner euh, par rapport à la loi du Grand Orient. Ça a été le cas en Algérie
un peu moins au Maroc, mais en Algérie, il y a eu, au moment de l'affaire Dreyfus, hein, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a un certain nombre de loges de colons qui étaient touchées par l'antisémitisme. Dans sa présentation, Brinda Venkaya, à travers le cas de l'île Maurice, montre qu'au XIXe siècle, les modèles franco-franc-maçonniques anglais et français s'affirment de manière opposée. Donc, durant cette même intervention, elle nous parle du lien entre presse coloniale et la franc-maçonnerie au XIXe siècle. Quelle manière la presse mauricienne est-elle devenue le reflet de ces tensions? Alors, ce qui est intéressant c'est la presse, en fait. Dans son intervention, c'est l'usage et l'utilisation qui est fait de la presse. Parce que l'île Maurice a quand même un peu une particularité, c'est que c'est un espèce de melting pot d'influence. Puisque l'île Maurice a d'abord été l'île de France, donc il y a une présence française, une maçonnerie française qui est historiquement présente. Après, ça a été un petit moment hollandais, dans très très peu de temps. Puis après, les Anglais ont mis la main dessus. Donc, il y a la presse, finalement, la presse est un des vecteurs pour à la fois faire connaître la franc-maçonnerie et essayer quand même de la positionner un petit peu de son côté, parce que les Anglais étaient quand même un peu confrontés à un défi, c'était de développer une franc-maçonnerie anglaise dans un territoire qui avait été français, avec une maçonnerie française. Et donc là, la presse va avoir une utilisation assez importante. Et alors, ce qu'elle montre bien, c'est que comme la presse est un moyen de faire connaître la franc-maçonnerie, c'est un rapport qui est inverse à ce que ça sera plus tard, hein, où la franc-maçonnerie est plutôt discrète. Elle n'a pas tellement envie de s'étaler dans la presse. Là, visiblement, on fait même des comptes rendus, des tenues. La presse est un instrument un peu de prosélytisme pour la franc-maçonnerie. Et en fait, bon, ce qu'elle montre bien, alors sa contribution tout l'intérêt de l'île Maurice, c'est de voir un peu comment une identité mauricienne s'est constituée entre l'influence française et l'influence anglaise. Parce qu'en fait, si vous observez, c'est pour la période postcoloniale. Vous voyez quand même que là, le problème, c'est que on est toujours dans un rapport où l'influence vient de l'extérieur. Un coup elle est française, un coup elle est anglaise, mais les Mauriciens qui ont pénétré les loges, de la même manière que les mulâtres, enfin c'est un peu les héritiers des mulâtres, à partir des années 1830-1840, ont beaucoup pénétré les loges maçonniques aux Antilles et sont même devenus sociologiquement dominants. Donc à partir de ça, il faut constituer une maçonnerie qui ait sa propre personnalité. Et puis l'île Maurice, enfin la différence en plus après, c'est que pour la Guadeloupe et la Martinique sont restés des départements français, alors que l'île Maurice est un État indépendant. Ce sera plutôt comparable à Haïti d'ailleurs, qui a développé sa propre maçonnerie. La différence entre Haïti et l'île Maurice, c'est que l'île Maurice a une maçonnerie qui est toujours très active parce que c'est un pays en paix, même si c'est un pays qui a des problèmes. C'est un pays qui vit sa vie, hein. Donc, on peut l'étudier, la franc-maçonnerie et cette identité. Alors que il y a une maçonnerie à Haïti, mais bon, ça fait 30 ans que c'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie, elle a été confrontée à d'autres problèmes. C'est quelque chose qui est soulevé par Emmanuel Jourda, mais parfois la franc-maçonnerie, elle est confrontée à des territoires où les traditions spirituelles et même les sociétés lui sont étrangères, donc elle a dû s'adapter finalement à ces cadres. Donc quelles ont été les méthodes d'adaptation? Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, la contribution d'Emmanuel Jourdain, malheureusement, Emmanuel Jourdain est décédé il y a 2 ans, et c'est presque expérimental, là. C'est le seul à avoir étudié le chantier chinois, parce il était sinologue, il était sinisant, il parlait le chinois, il le comprenait, donc il pouvait voir des tas et des tas de choses. Mais il soulève une question qu'auparavant on avait un peu soulevée déjà avec les pays de culture musulmane. Et notamment, alors, il y a toute parce que c'est vrai qu'il y a des interrogations, par exemple. C'est pourquoi la maçonnerie, ça matche pas trop au Japon. Japon, pourquoi, alors en dehors de l'histoire
très contemporaine, hein, avec les problèmes que l'on connaît. Parce qu'après, après, je mets de côté les problématiques de type politique ou religieuse. Du genre, bon, bah, il n'y avait pas de franc-maçonnerie dans les anciennes démocraties populaires à l'époque du rideau de fer, alors que c'était des pays de tradition maçonnique pour certains. Mais là, c'est parce que c'était interdit. Il y avait d'autres territoires où il y avait de la maçonnerie dans l'espace, enfin une maçonnerie assez consistante dans les pays de religion musulmane dominante. C'était la Turquie, pour des raisons qui s'expliquent avec Atatürk quand même, qui a été quand même dans le sens de la laïcité qui correspondait tout à fait à des... Alors je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est, mais l'état de la franc-maçonnerie turque en ce moment, ça ne doit pas être très très... Ils ne doivent pas être dans une position très facile. Et puis il y avait l'Iran. L'Iran aussi à l'époque du Shah, hein. Puis évidemment avec les mollahs, ça a disparu. Mais ça, c'est des aspects politiques, politico-religieux. Mais si vous enlevez ça, il y a des interrogations plus spirituelles, effectivement. Et des pays où visiblement la maçonnerie bah, marche plus ou moins. Et ce qui a été longtemps mis en avant, par exemple, dans les pays du Maghreb et dans les pays musulmans, c'est le fait que, au fond, il y avait quand même déjà des sociétés initiatiques. Il y a des sociétés initiatiques qui existent et qui n'existaient pas forcément dans le monde occidental et qui répondaient à l'idéal maçonnique. C'est notamment le cas des confrères. Alors, il y a toute une littérature sur l'initiation d'Abdelkader. Abdelkader a été initié à la franc-maçonnerie dans les années 1850, alors en Syrie d'ailleurs, pas en Algérie. Et en fait, on s'est un peu interrogé sur le pourquoi, enfin bon, à quoi ça correspondait chez lui, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait eu une demande des francs-maçons parce qu'il était considéré un peu comme un bon intermédiaire, c'est-à-dire il a d'abord résisté à l'occupation française, mais après, il s'est érigé cette tradition de protecteur des chrétiens, notamment lorsqu'il était à Damas. Donc, en gros, j'allais dire, il avait un bon profil, et ça a pu se faire parce que lui fréquentait les confréries soufistes. Et ça a pu jouer dans les deux sens, d'ailleurs. Le soufisme a pu être une espèce de langage commun qui a fait que pour certains, c'est une démarche, enfin, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais c'est une démarche qui se ressemble, entre guillemets, et ça devient possible de le faire, mais ça peut aussi produire l'inverse. C'est-à-dire, le soufisme existe, on ne voit pas pourquoi on irait dans des sociétés initiatiques qui nous proposent à peu près la même chose. Donc, ce qui fait que globalement, vous avez un certain nombre de territoires où la maçonnerie a beaucoup moins a beaucoup moins pénétré. C'est le cas du Japon aussi. Souvent, on met ça sur le compte du fait que, j'allais dire, que l'offre est déjà occupée par un certain nombre de sociétés ou de démarches initiatiques. C'est-à-dire qu'en gros, quelque part, c'est pas, ça correspond pas, quoi. C'est pas une utilité. Et ça, c'est au-delà des questions politiques ou religieuses. Parce que c'est après, beaucoup de choses s'expliquent par des circonstances. Par exemple, à Cuba, vous avez une énorme maçonnerie. Ça peut paraître assez curieux, parce que c'est quand même un régime assez dur. Mais en fait, le père de Fidel était maçon. Et donc Castro a fait, enfin, en fait, il a fait comme Napoléon. Il fallait, enfin, Castro, on peut lui reprocher des choses, mais enfin, il était quand même loin d'être un idiot. Donc, soit il détruisait, enfin, parce que c'est quand même un espace de liberté, ça pouvait le gêner, ou alors on instrumentalise. Et lui, il a fait le choix un peu de l'instrumentaliser. Alors, dans les loges à Cuba, moi j'y suis allé à Cuba il y a longtemps, vous avez toujours un représentant du comité de quartier qui traîne là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a alors, mais ça offre quand même un espace de liberté aux gens. Ça paraissait une anomalie à l'époque où il y avait l'URSS, la Hongrie, même si Cuba est un pays différent, hein, le mouvement castriste est d'origine cubaine, à la différence des régimes qui étaient en place en Hongrie ou en Tchécoslovaquie à l'époque russe, à l'époque soviétique, mais qui avait été l'objet mis en place après une invasion. Mais c'est vrai que ça a semblé toujours un peu singulier qu'un pays, entre guillemets, réputé totalitaire ait une franc-maçonnerie aussi riche.
En tant qu'historien, comment peut-on produire un travail historique rigoureux sur la franc-maçonnerie, alors que les sources ont longtemps été limitées, que l'institution cultive une part de secret, et que sa perception publique est souvent marquée par fantasmes, imaginaires complotistes? Ben, c'est très facile parce que les sources elles sont très accessibles, hein. Il n'y a pas de... À plus forte raison, si vous êtes historien, vous devez simplement demander un papier pour rentrer à la Bibliothèque nationale et le bibliothécaire de l'obédience concernée va vous le donner. Et puis vous y accédez. Ça peut être un peu... Alors, des fois, il y a des réactions un peu, comment dire, euh, un peu de méfiance vis-à-vis de journalistes qui travaillent sur des périodes très contemporaines. Parce que pour ce qui est contemporain, mais c'est assez logique, vous pouvez pas divulguer l'appartenance des gens. Mais c'est vrai de tout d'ailleurs, hein. C'est pas en soi, en soi, normalement, si vous voulez savoir quelque chose sur la personne, vous lui demandez. Mais les sources, elles sont extrêmement accessibles, hein. Elles sont riches, elles sont accessibles. C'est très ouvert, quelles que soient les obédiences, hein. La Grande Loge de France, la Grand Orient de France, enfin, les autres, hein, c'est des institutions très ouvertes à l'histoire. Je dirais même qu'elles sont assez demandeuses, parce que ça évite justement de raconter n'importe quoi. Et enfin, donc notre question traditionnelle, si vous aviez un conseil à donner à un historien débutant, quel serait-il? Ben, c'est d'être intéressé surtout par leur sujet, plus que par des plans de carrière à 2 balles. Ce qui est déterminant, si on veut faire quelque chose de bien, c'est de s'approprier le sujet. Bon, eh bien, merci Monsieur Saunier pour votre intervention. Vous nous avez permis de comprendre que la franc-maçonnerie dans les colonies est loin d'être un bloc monolithique, mais qu'il est en réalité très divers, et que justement on encourage les études locales pour comprendre eh bien, toute cette diversité. Mais voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.